J'en ai entendu des choses horribles. Et j'en ai vu aussi. Mais ce qui va se passer dans cette vidéo est absolument abominable. Encore une fois, nous allons voir à quel point l'horreur humaine n'a aucune limite. L'affaire d'aujourd'hui se déroule en Inde. Et on va faire face à une histoire qui a choqué le pays au plus haut point. Et je veux pas faire de généralité, mais quand on parle de l'Inde, j'ai l'impression que ce pays fait peur. Les faits divers là-bas sont particulièrement horribles, et surtout envers les femmes. On a l'impression que la vie des femmes là-bas est un véritable calvaire. Pour ceux qui y vivent ou qui s'y rendent souvent, j'aimerais avoir vos avis en commentaire parce que ça m'intéresse énormément. J'ai pas envie d'être dans un truc de généralité à viser un pays plus qu'un autre. Mais je vous jure, quand on entend parler de l'Inde, qu'on entend des faits divers sur ce pays, c'est toujours horrible. C'est pas des simples faits divers, soit c'est des massacres ou des choses complètement folles. Donc pour ceux qui y vivent, j'aimerais avoir vos témoignages dans les commentaires. Et pour toutes celles et ceux qui veulent témoigner sur des histoires vécues, envoyez-moi un message sur mon Instagram Mogota Sama. Je répondrai à tout le monde et peut-être qu'il y aura des projets de vidéos à l'avenir. Sur ce, sans plus attendre, je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Notre histoire se situe à Calcutta, en Inde. Elle compte un peu plus de 6 millions d'habitants, et 19 millions si on prend en compte son agglomération. Calcutta est la capitale du Bengale occidental, un état dans le nord-est du pays. Il s'agit de la troisième ville du pays, derrière la capitale New Delhi ainsi que Bombay. Avant de débuter mon récit, je tiens à vous donner quelques informations. Comme l'affaire est récente, il faut parfois démêler le fil du récit. Donc s'il vous plaît, accrochez-vous bien pour bien comprendre tous les détails de cette histoire. Je vais essayer de faire de mon mieux et de tout vous faire comprendre. Pour commencer, je vous présente la protagoniste de notre récit. Momita Debnath est une femme de 31 ans, probablement née en 1992 ou 1993. Nous avons assez peu de renseignements concernant son enfance et sa famille. Vous me connaissez et vous connaissez ma manière de travailler. Vous savez à quel point il est important pour moi de présenter les personnes dont on va parler. Donc avec le peu d'informations qu'on a, je vais faire au mieux. La jeune femme se dirige vers le domaine de la médecine pour ses études. Elle rentre au RGK Medical College and Hospital de Calcutta. Il s'agit du premier établissement en Asie regroupant à la fois une école privée de médecine et un hôpital. Au moment de notre histoire, en 2024, la jeune femme y est interne en 3e année de médecine. Le 8 août, Momita effectue son quart à l'hôpital comme il est de rigueur. Elle est sur une garde de 36 heures et elle vient déjà d'effectuer 20 heures. À l'issue de ce temps de travail, la médecin est épuisée. Elle a quelques plans pour la soirée avant de prendre un peu de repos et de prendre la suite de son service. Mais des collègues de la médecin s'étonnent de ne pas la voir prendre son service. Cela ne lui ressemble pas, d'autant plus qu'elle était bien présente pour assurer son travail quelques heures plus tôt. Le temps passe et elle finit par être signalée comme disparue. C'est vers 7h30 que la jeune femme est finalement retrouvée. Momita est décédée. Son corps est en partie dévêtu et couvert de sang. La police est prévenue, mais pas tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Une enquête débute rapidement afin de comprendre ce qui s'est passé. Le parcours de Momita est retracé grâce aux témoignages du personnel hospitalier. Peu après minuit, la jeune femme rejoint 4 collègues de travail. Ils commandent de la nourriture et partagent le repas dans une salle de séminaire, tout en regardant les Jeux Olympiques. Les collègues se quittent et Momita envisage d'étudier un peu ses cours dans une autre pièce. Cependant, les salles de repos semblent toutes occupées. La jeune femme est rejointe aux alentours de 2h du matin par un autre médecin. Les deux personnes discutent du traitement d'un patient. Au même moment, elle reçoit le message d'un cousin qui lui demande de ses nouvelles. Momita répond vers 2h35. Selon elle, tout se passe normalement à l'hôpital. Peu avant 3h du matin, elle est aperçue sous une couverture rouge. La jeune femme est allongée et visiblement prête à s'endormir. Et elle s'endort dans les minutes qui suivent. À 9h30, soit 2 heures après la découverte de son corps, les informations transitent en dehors de l'hôpital. L'assistant du superintendant de l'hôpital, Dwaypayan Biswas, contacte les parents de Momita. C'est lui qui annonce la terrible nouvelle. Le responsable en charge du poste de police est également informé par la suite. Le signalement est ensuite diffusé au poste de police en dehors de l'hôpital. Les premiers agents travaillant en dehors de l'établissement arrivent vers 11h30. L'autopsie de la victime permet d'en apprendre davantage sur son calvaire.
Son corps comporte une multitude de blessures. Je vous préviens, pour cette partie de la vidéo, faites attention à vous. Les détails sont nombreux et graphiques, contrairement à certaines affaires que j'ai pu traiter jusqu'à aujourd'hui. Donc pour toutes les âmes sensibles, je préfère vous prévenir, abstenez-vous. La jeune femme a été griffée au visage et sa tête projetée contre un mur ou le sol de la pièce. Elle a ensuite été maintenue fermement au niveau du cou. Sa bouche a visiblement été recouverte pour ne pas que ses cris alertent ses collègues. Elle a des blessures sévères aux parties intimes, la jambe droite, la main gauche ainsi que l'annulaire. La victime a tenté de se défendre, comme en témoignent les nombreuses coupures présentes sur son visage et ses mains. Ses propres lunettes se sont brisées au cours de l'attaque. Des morceaux de verre se sont logés dans ses yeux. Imaginez juste la scène. C'est absolument horrible. Momita a également subi un acte intime forcé avant de perdre la vie. Une importante quantité de liquide intime masculin, pour ne pas dire autre chose, est retrouvée en elle. Suite à cet acte abominable, son meurtrier l'a étranglée. Une pression a été exercée au niveau de son cou, et tout ça a provoqué une fracture du cartilage thyroïdien. Cette jeune femme a subi les pires horreurs. L'examen démontre également une fracture de la clavicule. Le rapport du médecin légiste est détaillé sur 4 pages au total. Il fait état de véritables actes de torture. Momita a été victime de nombreux saignements, notamment au niveau de ses parties intimes. La jeune femme a vécu toutes ses souffrances avant d'être achevée suite à cet acte lâche. L'acte subi par la jeune femme est qualifié de pervers et de torture intime. La quantité de liquide intime retrouvée aurait laissé supposer au médecin légiste que Momita a été attaquée par plusieurs individus. La police ne confirme pas l'hypothèse. La scène de crime est examinée. Aucune affaire de la jeune femme est manquante. Son ordinateur portable, son téléphone, son journal, des lunettes cassées se trouvent juste à côté d'un ordinateur portable. Un écouteur Bluetooth est découvert aussi. Il semble appartenir au meurtrier. Une bouteille se trouve également sur place. L'eau qui était dedans a été déversée à proximité de la tête de la victime. Les bandes de vidéosurveillance de l'hôpital sont également d'une grande utilité. On peut également retracer le parcours de Momita jusqu'à ce qu'elle se dirige vers la salle de séminaire. Et effectivement, un homme finit par se distinguer des autres. L'individu entre dans l'hôpital vers 4 heures du matin. Il a autour du cou une oreillette similaire à celle retrouvée sur la scène de crime. L'homme, que l'on peut désormais qualifier de suspect, a quitté les lieux 3 quarts d'heure après son arrivée. Une recherche est lancée avec le portrait de l'individu. Les policiers ne vont pas mettre beaucoup de temps à découvrir son identité. Il se nomme Sanjay Roy, 33 ans, et il a déjà travaillé au sein de l'hôpital. L'homme n'est pas médecin, mais en lien avec la police de la ville. Des agents de police sont envoyés chez lui le lendemain des faits, dans le but de l'interpeller. Il est placé en détention judiciaire pour les 14 prochains jours. Le portable du suspect est fouillé directement. Il est confirmé dans ses paramètres Bluetooth que l'écouteur y est bien parmi les appareils affiliés. Il contient également des vidéos violentes et à caractère intime. À ce moment précis, Sanjay n'est pas intimidé par les agents de police. D'après les autorités, il ne met pas bien longtemps pour avouer son crime. L'homme n'a pas le moindre remords. Il se fiche même de ce qu'il risque pour avoir commis ce crime. Il aurait même déclaré « Si vous voulez, vous pouvez même me pendre ». Alors je sais pas pour qui il se prend, et excusez-moi, je vais être vulgaire, mais cette petite merde, je vous jure que je comprends pas comment tu peux réagir comme ça. Tu viens de commettre les pires choses qu'on peut faire dans cette société et tu oses agir de cette manière. Alors désolé, mais c'est la moindre chose de dire que cette petite merde est un véritable monstre. Elle est tombée sur un démon, Meskina, et ça fait vraiment de la peine. Désolé d'être aussi vulgaire, mais ça me dépasse. Là, je suis en train de vous raconter l'histoire depuis le début. Faut que ça sorte au bout d'un moment. Faut pas m'en vouloir. Ouais. Donc comme je le disais, ce monstre n'a aucun remords. Et on va essayer de creuser qui était cet individu. Le suspect a un parcours de vie assez intéressant. Sanjay est bénévole pour un département de police de la ville depuis 2019. Il est un temps affecté au groupe de gestion des catastrophes. L'homme est par la suite transféré à la cellule de protection sociale. Sanjay se retrouve même à travailler dans un poste de police à proximité du RG Medical College and Hospital. L'homme intervient parfois dans l'établissement. Cela lui permet d'avoir libre accès aux différents services de l'hôpital. Sanjay ne se révèle pas aussi bienveillant que l'on pense. Il profite de ses connexions avec des agents de police pour bénéficier d'avantages. Il récupère des t-shirts de police de Calcutta et prétend être un agent des forces de l'ordre.
Il suit un entraînement dans les sports de combat, et notamment la boxe. L'homme utilise une moto avec le sticker de la police pour ses déplacements. Il a même le droit à un plein journalier de 5 litres de carburant gratuit. Il peut ainsi aller où bon lui semble et comme il le souhaite. À l'hôpital, il n'hésite pas à raqueter les proches des personnes malades. Il réserve un lit d'hôpital en échange d'une grosse somme d'argent. Quand je vous dis que c'est une merde, c'est pas pour rien. Et je pense que plus vous en apprenez sur cet homme, plus vous êtes d'accord avec moi. C'était un véritable démon. Et franchement, je suis mesuré. La vie amoureuse de Sanjay est tout aussi complexe. Il est réputé pour être un coureur de jupons. Sanjay a été marié au moins 4 fois. 3 de ses ex-femmes l'ont quitté pour des faits de violence, qui sont d'ailleurs connus de la police. Une 4e épouse est apparemment décédée d'un cancer en 2023. Quand on sait ce qu'il a fait à la pauvre Momita, imaginez ce qu'il a pu faire à ses ex-femmes. Ça en dit très long malheureusement. L'homme n'a pas une bonne réputation dans son voisinage. Il est connu pour être un individu violent, souvent de retour chez lui, ivre, tard le soir. Les violences qu'il a pu exercer à l'égard de ses épouses ne sont pas non plus une surprise pour la police. Il est reconnu coupable par 2 fois pour des actes d'agression. Sanjay a attaqué sa femme enceinte en 2022. Il s'est également montré agressif à l'égard d'une femme médecin quelques semaines avant le meurtre de Momita. Sanjay n'est aucunement inquiété pour ses agissements. L'homme ne reçoit aucun blâme par sa hiérarchie non plus. Par contre, quelque chose me dérange ici. Un homme qui a un casier judiciaire et qu'on laisse travailler avec la police, c'est complètement farfelu. Il avait un casier judiciaire pour des faits de violence, de vol, d'agression, et on le laisse travailler sans qu'il perde son poste. C'était du grand n'importe quoi. Sanjay n'est pas policier à proprement parler, mais il travaille pour la communauté. Il représente une institution. Ici, j'imagine que ses relations l'ont bien aidé à s'en tirer. Le parcours de Sanjay la nuit des faits est retracé également. L'homme s'est rendu dans un lieu proche de l'hôpital, où il a consommé de l'alcool sous les coups de 23 heures. C'est une sorte de cachette où on sait qu'il se rend régulièrement. Il ne fait pas que consommer de l'alcool là-bas. Il consomme également des vidéos à caractère intime. On parle ici d'un contenu brutal que tous les amateurs du genre ne seraient pas en mesure de regarder. L'homme entre dans l'enceinte de l'hôpital à plusieurs reprises, sans renseigner la raison de sa présence. Comme vous avez pu le comprendre, au travers de sa biographie, Sanjay s'autorise pas mal de choses. Une femme se présente à la police le 12 août, 2 jours après son placement derrière les barreaux. Elle raconte qu'elle a été harcelée par Sanjay les 3 derniers mois. Ils se sont rencontrés au RG Car Hospital. Elle ne fait pas partie du personnel de l'hôpital, mais est venue rencontrer un médecin. Sanjay se rapproche d'elle et lui propose de l'aider pour aller chercher ses médicaments. Elle accepte et lui donne son ordonnance. L'homme serviable en profite pour noter son numéro de portable présent sur le document. Sanjay souhaite la revoir et devant son refus, il devient menaçant. Malgré ses aveux, Sanjay bénéficie d'un soutien de taille, celui de sa mère. Cette dernière assure que son fils n'a pas commis ce crime, qu'il a été piégé. D'après elle, la police lui a mis la pression pour qu'il avoue sa responsabilité. Le pays apprend les événements. C'est un véritable choc national. Une jeune femme médecin agressée puis tuée sur son lieu de travail, c'est inimaginable. Et tu m'étonnes, c'est complètement absurde. Même dans les endroits où tu te dis c'est safe, il va rien m'arriver, c'est là qu'il t'arrive le pire. On vit dans un putain de monde de fous, bordel. T'es à l'abri de nulle part. Pour ça qu'il faut toujours rester sur ses gardes, malheureusement. Comme je le disais, le pays est sous le choc. Les gens veulent des réponses et des manifestations sont organisées. De nombreux cas d'agression intime sont recensés chaque jour dans le pays. Les responsables ne sont pas toujours retrouvés. Quand c'est le cas, leurs condamnations ne sont pas suffisamment à la hauteur. La colère va monter davantage quand une vidéo fait son apparition. On prétend qu'il s'agit des derniers instants de Momita avant qu'elle décède. Ce vidéo se révèle être un fake dans le cadre de l'affaire. Il s'agit en fin de compte d'une scène de film ou d'un spot publicitaire tiré de son contexte. Momita n'a pas été filmée par son assassin avant de mourir. Toutes les personnes qui parlaient de vidéo, c'était fake. Le décès de l'interne en médecine a provoqué bien plus que des manifestations en chaîne. Des marches aux chandelles sont organisées dans le pays, en particulier par les femmes du milieu médical. Ces événements sont nommés Women Reclaim the Night. Littéralement, les femmes récupèrent la nuit. On peut y voir une inspiration du mouvement Reclaim the Night ayant eu lieu au Royaume-Uni dans les années 1970. Cette devise faisait déjà référence aux violences envers les femmes. Les gens veulent des réponses concernant les manquements à l'égard de la sécurité des femmes. Nous sommes ici sur un cas particulier. Une femme tuée au sein de son lieu de travail, un hôpital. Un tel établissement
bénéficie normalement d'un dispositif de sécurité ainsi que du personnel. Nous sommes sur une grosse structure et on ne peut que constater les failles du système. Les syndicats étudiants ainsi que les collègues de travail de Momita se mobilisent. Ils souhaitent que le coupable soit condamné et que la sécurité soit renforcée sur le campus de l'école. L'affaire est prise au sérieux par les autorités du pays, compte tenu de la violence et de la gravité des faits. Des mesures sont envisagées dans les jours suivant le meurtre de Momita. La police ne semble pas être en mesure de régler l'affaire rapidement. Une demande est faite dès le 13 août pour que le CBI récupère le dossier. Cette enquête est formulée par la Haute Cour de Calcutta. Le suspect a des connexions avec la police. Il est probable que ces relations puissent intervenir en sa faveur. On suppose que les preuves pourraient être détruites. Le transfert de l'enquête est effectué la même semaine. Le docteur Sandeep Ghosh, chirurgien et directeur de l'école, démissionne de son poste rapidement après les faits. Il indique ne pas pouvoir supporter l'humiliation suite aux nombreux articles dans les médias, sans compter l'implication des réseaux sociaux. Il évoque également la prise de parole des politiciens, qui n'ont pas hésité à le diffamer. L'homme rebondit assez bien suite à cette démission. Il est nommé directeur du Calcutta National Medical College. Cette information ne passe pas inaperçue. Le docteur Ghosh se retrouve de nouveau sous les feux des projecteurs. La haute cour de la ville intervient une fois de plus le 13 août. Le gouvernement ainsi que les autorités compétentes sont sommés de placer le médecin en congé prolongé. Cette nouvelle prise de poste n'est pas non plus passée auprès de l'institution judiciaire. Le 12 août, un appel à la grève nationale du corps médical est lancé par la Federation of Resident Doctors. 8000 médecins répondent à Mumbai et au sein de l'État de Maharashtra. L'association médicale indienne fait une demande auprès du ministre de la Santé de l'Union, J.P. Nadda. Une loi doit être promulguée dans le but de protéger le personnel médical des violences. 2 jours plus tard, la police se retrouve submergée. Un groupe d'individus pénètre dans l'hôpital. Les personnes vandalisent les locaux, rajoutant de l'horreur et de la terreur. Les agents font alors usage de gaz lacrymogène, ainsi que de leurs matraques. Au total, 19 personnes sont interpellées par la police de la ville. Les autorités estiment être désormais la cible dans l'affaire. Le CBI est rapidement mis sur le coup. Une vingtaine de personnes sont interrogées, du personnel de l'hôpital aux premiers policiers ayant enquêté. La scène de crime a fait l'objet d'une cartographie 3D. L'hôpital est placé sous étroite surveillance. Les manifestations sont interdites jusqu'au 24 août. De nombreux mystères semblent entourer l'affaire. Momita n'aurait pas été retrouvée dans la salle de séminaire où elle comptait dormir. D'après un article, son corps se trouvait dans une pièce en face, se trouvant alors en plein travaux. Ici, pour être honnête, je sais pas si on peut se fier à cette information. Je vous rappelle que la police n'est peut-être pas fiable dans cette affaire. Je me demande si Momita n'aurait pas été déplacée afin de cacher le plus longtemps possible les faits au personnel de l'hôpital. L'annonce aux proches de Momita également ne correspond pas à la réalité des choses. La situation est décrite par le surintendant comme une mort auto-infligée et non un meurtre. Les parents de la victime arrivent à l'hôpital vers 13 h. Le personnel médical, étonnamment, leur refuse l'accès. La famille de Momita se retrouve à patienter 3 heures à l'extérieur de l'enceinte. De longues heures durant lesquelles ils ne peuvent pas voir le corps de la jeune femme. Ici, je vous avoue que je n'ai pas bien compris ce comportement. Je me demande si c'est autorisé d'interdire l'accès d'un hôpital, quand les individus en question ne sont pas dangereux. Là, on parle de 2 personnes qui ont été contactées par l'employeur de leur fille pour leur annoncer son décès. Quand l'accès est enfin autorisé, c'est le choc. Le corps de la jeune femme se trouve dans une posture troublante, les jambes placées à 90 degrés. J'ai pu lire au cours de mes recherches que cela pouvait signifier des blessures importantes au niveau des os pelviens. Comment on peut présenter un décès volontaire compte tenu des blessures qu'a subi Momita? C'est complètement absurde et ça n'a aucun sens. Les proches ne sont pas dupes. Ils ne vont pas tarder à comprendre que tout ce qui est dit est complètement faux. Jamais leur fille n'aurait pu se faire des choses pareilles. Les internautes sont également actifs concernant l'affaire. Le gouvernement est fortement critiqué pour ne pas avoir agi suffisamment pour la sécurité des femmes. Des célébrités du cinéma indien n'hésitent pas à réclamer justice. Le joueur de cricket Harbhajan Singh écrit par ailleurs une lettre requérant la prise de mesures par les autorités de l'État. L'affaire fait également beaucoup de bruit à l'international. Des manifestations interviennent entre autres au Bangladesh, en Australie, au Canada ou en Allemagne, pour ne citer que quelques exemples. L'enquête est à ce jour toujours en cours. En effet, de nombreuses preuves sont encore en train d'être analysées. Sanjay Roy est toujours considéré comme le suspect numéro 1 à ce jour.
Nous nous retrouvons pour la conclusion de notre affaire. Et comme vous venez de le voir, elle est si choquante. J'imagine pas la folie en Inde suite à la découverte de ce fait divers. Et je tiens à dire que j'ai vraiment beaucoup de peine pour les femmes qui vivent là-bas. Vivre dans un pays qui ne protège pas assez les femmes, c'est complètement absurde. Aucune véritable mesure n'est prise et ça, c'est pas normal. Entendre des faits divers de la sorte, c'est juste pas possible. Donc j'ai beaucoup de peine pour ces femmes qui vivent dans une certaine paranoïa, dans une insécurité et qui se demandent si un jour ça va pas leur arriver. Je vous souhaite beaucoup de force et beaucoup de courage, vraiment. Comme je le disais, le choc est immense en Inde. Dans ce pays où malheureusement les agressions de femmes sont fréquentes, l'attaque à l'encontre de Momita semble avoir été la goutte de trop. Momita Debnath est une interne en médecine de 31 ans quand le pire survient. Une nuit d'août 2024, elle est surprise dans son sommeil par un monstre sur son lieu de travail. La jeune femme tente de se défendre, mais son agresseur est violent, enragé et ne lui laisse aucune chance. Momita est brutalisée, torturée, agressée avant de perdre la vie. Le pire dans tout ça, c'est que personne n'a entendu ses cris, même étouffés. Personne n'a vu l'agresseur quitter la pièce, puis l'hôpital. Ce n'est que quelques heures plus tard, après l'inquiétude de ses collègues, que son corps a été découvert. Le suspect numéro 1 est un homme qui exerce auprès des services de police de la ville. Pourtant, il est loin d'être un officier des forces de l'ordre. Il est bénévole au sein d'un service d'un poste de police. Mais il a su trouver de qui tirer ses avantages. Se faisant passer pour un policier, il circule avec sa moto dans la ville. Il revêt même certains vêtements relatifs à l'uniforme. Et avec cette fausse identité, il a dupé de nombreuses personnes et harcelé de nombreuses femmes. Je tiens à présenter mes condoléances aux proches de Momita. La tragédie est récente et a été d'une violence inimaginable. Personne ne devrait mourir ainsi, pas sur son lieu de travail, pas quand on voue son existence aux autres. C'était une belle personne qui voulait aider son prochain et regardez ce qui lui est arrivé. J'aurais aimé vous dire que l'affaire a été réglée, mais à l'heure où je conclus, elle est toujours en cours. Je vous donnerai des nouvelles dès que possible sur mon Instagram Mogota-sama. Donc n'hésitez pas à me suivre. Maintenant, j'attends vos avis concernant cette histoire dans les commentaires. Sur ce, en attendant de vous lire, on passe directement à notre histoire bonus. Let's begin. Pour notre affaire, nous nous rendons au Royaume-Uni, en banlieue de la ville de Solihull. C'est une ville d'environ 90 000 habitants, à une trentaine de minutes de Birmingham. Je vais commencer par la présentation de Nicola Priest, qui est plus communément appelée Nikki. Nikki Priest est née en 1997. Elle est la fille de Debbie Windmill. Nikki est une adolescente difficile, ce qui ne facilite pas la tâche de sa maman. Debbie, sa mère, a du mal à éduquer sa fille convenablement. Nikki a une attitude plutôt rebelle. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle fume du cannabis à l'âge de 15 ans et retrouve plusieurs garçons qu'elle rencontre par le biais des réseaux sociaux. Sa scolarité n'est pas vraiment exemplaire et elle finit par décrocher. La jeune femme tombe enceinte à l'âge de 18 ans. Mais ici, nous ne connaissons malheureusement pas l'identité du père de l'enfant. Kaylee Jade Priest va naître en décembre 2017. La petite fille blonde aux yeux bleus grandit vite. Elle est le portrait craché de sa maman. Concernant le père, il n'a pas souhaité faire partie de la vie de la fillette, pas même après la naissance. Nikki et sa fille vivent chez Debbie, jusqu'à ce qu'une dispute intervienne entre la mère et la fille. Debbie ne supportait plus le comportement de Nikki. Pour elle, elle était insupportable. Si elle pensait que Nikki gagnerait en maturité avec la grossesse et la naissance de Kaylee Jade, ce n'était pas le cas. Rien n'a changé. Nikki n'est pas vraiment une maman qui fait attention à sa fille. Elle n'est pas attentive et pense principalement à elle. Elle est jeune et elle a envie de s'amuser. Kaylee Jade est un fardeau à ses yeux. C'est quand même terrible de penser ça de son enfant, je trouve. C'est un petit bout de chou, un ange, et toi t'es en train de dire que c'est un fardeau. Tu mets un enfant au monde pour le délaisser, c'est tellement triste de voir ça. Enfin bref. Nikki va quitter le domicile familial avec sa fille. Elle ne donne plus de nouvelles à sa mère pendant 1 an et demi. La jeune femme ne reviendra vers Debbie que par intérêt. Elle avait besoin de faire garder sa fille de temps en temps. Nikki n'aime pas vraiment son statut de maman célibataire. Elle a envie de retrouver l'amour, ce que l'on peut comprendre. La jeune femme fait plusieurs rencontres, sans qu'une relation durable ne se noue avec un homme. Nikki va vivre quelque temps avec sa fille chez un petit ami du nom de Daniel. Et le petit ami en question vit lui-même encore chez sa mère. Lisa Dixon, la mère de Daniel, n'est pas vraiment ravie d'accueillir Nikki dans son foyer. La jeune femme n'aide pas beaucoup à la maison, passant son temps sur son téléphone, à échanger avec des amis ou à poster des photos d'elle sur les réseaux sociaux. Et son comportement avec Kaylee Jade laisse à désirer.
Nikki s'énerve facilement. Elle insulte sa fille, gifle sa fille et lui donne des coups au corps. Elle était très violente avec son premier enfant. Quelque temps plus tard, le couple formé par Nikki et Daniel ne dure pas. Les deux jeunes vont se séparer. Par la suite, Nikki et Kaylee Jade emménagent dans une résidence de Kingshurst, un appartement situé au 3e étage. Nikki finit par retomber sur une ancienne connaissance du lycée en mai 2020 grâce à Facebook. Il s'appelle Callum Redfern et il a 1 an de moins qu'elle. L'homme vit chez ses parents et n'a pas vraiment d'emploi stable. Les deux jeunes gens se plaisent et une relation débute. Callum vient chez sa petite amie le week-end, passant de temps en temps la nuit avec elle. À ce moment-là, il rentre donc dans la vie de la petite Kaylee Jade. Le temps passe et la jeune femme de 22 ans s'ennuie, donc elle va finir par ouvrir un compte TikTok. Elle poste quelques vidéos d'elle qui ne rencontrent pas la popularité espérée. Elle décide de diffuser une vidéo d'elle sur son compte en compagnie de sa fille. Nikki et Kaylee Jade dansent toutes les deux et elles ont l'air de s'amuser. Et c'est là que ça devient de plus en plus sombre. Nikki remarque qu'elle gagne en visibilité avec la vidéo de sa fille. Donc la petite fille apparaît de plus en plus dans les vidéos accompagnée de sa mère. D'ailleurs, ce genre de phénomène existe aussi sur YouTube. Le fait d'utiliser ses enfants pour créer du contenu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de pratique. C'est un truc qu'on a beaucoup vu sur YouTube notamment. Et autant vous dire qu'à l'époque, ça a fait énormément de polémiques. Enfin bon, j'attends vos avis, mais revenons à notre sujet. À force d'apparaître sur des vidéos avec sa mère, les abonnés de Nikki se questionnent au sujet de la fillette. Ils repèrent quelques marques sur le corps de Kaylee Jade et laissent des commentaires. La mère de famille rassure son audience. Kaylee Jade est une petite fille de 3 ans. Elle est dynamique, elle joue, elle court et il lui arrive de tomber et de se faire mal. Ouais. J'y crois à moitié de ton... Ouais. Je sais pas pourquoi, mais on y croit à moitié à ton histoire, hein. Nikki a toujours réponse à tout et elle dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Les internautes ont pourtant mis le doigt sur quelque chose. Derrière les écrans, la petite fille vit un enfer de la part de sa mère et même de son beau-père. Elle subit des maltraitances de façon régulière. Vers le début d'année 2020, Nikki Priest tombe enceinte. Malgré son nouvel état, la jeune femme ne cesse d'apparaître sur des vidéos TikTok, toujours en présence de sa fille. Forcément, sinon ça ferait pas de vue. Quelle pourriture, putain. On peut également trouver des photos de Kaylee Jade à côté du ventre de sa maman. La petite fille est heureuse et semble ravie à l'idée de devenir grande sœur. Mais à ce stade, elle est loin de savoir le sort qu'elle va subir. Le 8 août 2020, Nikki met sa fille de 3 ans au lit. Il est tout juste 19h, Kaylee Jade n'a pas envie de dormir, ce que l'on peut comprendre. La petite fille pleure beaucoup. Nikki et Callum, qui se trouvent dans la chambre à côté, sont irrités par le comportement de la fillette. S'ils ont couché Kaylee Jade relativement tôt, c'est qu'ils avaient l'intention de se retrouver intimement tous les deux. Mais avec tous ces pleurs, impossible pour eux de faire quoi que ce soit dans un tel contexte. Et je vous préviens ici, le récit sur la suite des événements n'est pas tout à fait clair, et malgré l'enquête de police. La petite fille a apparemment quitté sa chambre dans l'idée de retrouver sa mère. Cette dernière n'a pas supporté de voir Kaylee Jade débarquer dans la chambre du couple alors que celui-ci était en plein ébat. Kaylee Jade est violemment battue suite à cette intrusion par sa mère et Callum. Battre violemment un enfant. Quelle bande de merde. Comment on peut arriver à être aussi bête et dégueulasse, sérieux? Ça me dépasse. L'enfant a 3 ans, qu'est-ce que tu vas le frapper? Il savait pas, le pauvre. C'est absurde de voir des parents aussi cons. Désolé pour mon langage, mais ils sont totalement cons. On se calme et on continue. Donc ils vont violemment la battre car elle n'avait pas le droit de venir dans cette chambre sans l'autorisation des adultes. Par la suite, le couple ne se préoccupe plus de Kaylee Jade de la nuit. Nikki et Callum font ce qu'ils ont à faire avant que ce dernier ne quitte l'appartement. L'homme ne prend même pas le temps de jeter un œil sur la fillette avant de partir. C'est dire à quel point il s'en foutait complètement. Suite à ces actes inouïs, la petite fille est dans un état abominable. Elle vomit toute la nuit avant de perdre la vie, la pauvre. Je vous rappelle que cette petite a 3 ans au moment des faits. C'est d'une cruauté sans nom. Rien de ce qu'elle aurait pu faire ne justifiait d'une telle violence. 2 personnes, 2 adultes se sont défoulés sur elle. En découvrant sa fille morte le lendemain matin, Nikki a une attitude hallucinante. Au lieu d'appeler les secours tout de suite comme une personne sensée et normale, non, elle va prendre son téléphone et se filmer. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens pas? Tout pour le buzz de A à Z. C'est là que tu vois à quel point cette femme était déconnectée de la réalité. Quand elle se filme, elle révèle avoir commis une grosse bêtise, selon ses termes.
Une grosse bêtise. Je sais pas si elle se rend compte de ce qu'elle dit, mais c'est encore plus énervant. Une grosse bêtise, c'est quand t'as cassé un objet, quand t'as volé à la limite. Mais pas quand t'as frappé un enfant jusqu'à le tuer, bordel. Là, on parle d'une maman qui vient de tuer son enfant, bordel. Cet acte était gratuit, cruel et innommable. Personne n'a le droit de tuer une autre personne, encore moins un enfant qui est incapable de se défendre. Et c'est quoi ce besoin à tout prix de prendre son téléphone pour faire une vidéo? Ici, elle avait peut-être la possibilité de sauver son enfant et d'appeler à l'aide. Mais non, elle préfère se filmer. À ce stade, il faut être vraiment dérangé pour faire une chose pareille. Nikki se décide enfin à contacter une ambulance à 11h. La jeune femme hurle au téléphone les mots suivants. « Ma petite fille ne respire plus. Je crois qu'elle est morte. » Une ambulance arrive rapidement et les secouristes découvrent un enfant allongé sur le sol de sa chambre. Il est malheureusement trop tard lorsque les secours se présentent à son appartement. Kaylee Jade est décédée des suites de ses blessures. Son petit corps est déjà raide. Ses lèvres ont également changé de couleur. Son haut de pyjama rose est taché de sang. En le découpant, les ambulanciers découvrent une multitude d'hématomes sur son torse et son abdomen. C'est dire à quel point les coups étaient violents. Les personnes qui se sont présentées pour porter assistance à Kaylee Jade sont choquées de ce qu'ils voient. Ils sont choqués de l'environnement où se trouvait la fillette. La chambre d'enfant est une véritable scène d'horreur. Le lit de la petite fille est un simple matelas sans housse de protection ni drap. Il est sali de vomi suite à la nuit terrible. Il n'y avait pas de rideau à la fenêtre, pas d'ampoule au plafond, mais des fils dénudés à la place. Les vêtements sont laissés à l'abandon dans les 4 coins de la pièce, ainsi que les jouets. Il n'y a pas de meubles de rangement non plus. Il n'y avait rien. Le corps de la petite victime est emmené pour être examiné et autopsié. Le médecin légiste relève une 60aine de blessures sur l'entièreté du corps de Kaylee Jade. Il faut noter que toutes les blessures n'ont pas été infligées la nuit dernière. Certains remontent à plusieurs semaines, et pour les plus anciennes, ils remontent à 2 mois. La fillette a connu un véritable enfer, sa vie était un calvaire. Elle a eu de nombreuses fractures aux bras et aux jambes, des côtes cassées et même une fracture au sternum. La police est avisée rapidement. La mort de cette petite fille ne peut être accidentelle, compte tenu de ses découvertes. La gravité des blessures de Kaylee Jade est comparée à celle qu'on pourrait avoir suite à un accident de voiture, ou même encore à une chute de 3 étages et à une réception sur un sol en béton. Son corps était dans un sale état, ça ne pouvait être qu'un meurtre. La victime était d'ailleurs décédée depuis plusieurs heures quand sa mère a contacté les secours. Les enquêteurs prennent des témoignages dans le voisinage de Nikki. Nikki a emménagé dans la résidence au cours de l'année 2019, et les premiers hurlements provenant de l'appartement n'ont pas tardé à se faire entendre. La jeune maman semblait s'énerver fréquemment contre sa petite fille. Elle lui criait de se taire et de la laisser tranquille. Les pleurs de la petite fille étaient souvent étouffés avec de la musique. Nikki ne parlait jamais à sa fille en termes positifs. Elle était toujours énervée contre elle, comme si c'était une petite étrangère. Au vu de son comportement, elle ne l'aimait pas, ça c'était sûr. La nuit des faits, des voisins ont entendu un bruit terrible dans l'appartement de la famille. Kaylee Jade avait pleuré par la suite. Ils ont entendu Nikki dire la phrase suivante. Je dirais juste qu'elle est tombée du lit. Et dire que c'est juste une enfant de 3 ans qui recevait ces paroles. C'est quand même dingue. Pauvre enfant qui a dû subir tout ça. C'est juste pas normal. Elle devait chercher l'affection de sa mère, mais Nikki ne faisait que la rejeter. À cet âge, les enfants ont besoin d'être aimés et rassurés, pas d'être violentés et délaissés. Kaylee Jade était en pleine construction, et sa mère ne lui apportait pas le cadre sain qu'il fallait. Nikki se servait de sa fille pour ses vidéos TikTok, puis la jetait dès qu'elle n'en avait plus besoin. La fillette était considérée comme un objet et non comme une véritable personne. Au fur et à mesure de l'enquête, on apprend beaucoup de choses. Les langues se délient dans l'entourage du couple. Andrew Redfern, le père de Callum, affirme que Nikki était une mauvaise mère, qu'elle était négligente envers sa fille. L'homme décrit son fils comme un enfant, incapable de contrôler sa petite amie, que c'était plutôt elle qui le manipulait dans la relation. Callum ne servait que de jouet sexuel, c'était un pantin. Nikki, quant à elle, fumait en présence de Kaylee Jade. Elle laissait sa fille dans des couches sales pendant des heures, se montrait violente physiquement et moralement. Il se souvient notamment d'épisodes où la jeune mère exprimait son refus de changer sa fille. Elle lui disait qu'elle pouvait rester dans ses couches sales, tandis qu'elle fumait tranquillement des cigarettes dehors. La fillette a évolué dans un cadre toxique, malsain, pendant sa courte vie. Ici, comment un homme qui n'est pas au sein du foyer, mais qui a connaissance de tout ça, ne fait rien pour sortir la petite fille de là? À ce stade, je vais être cash, c'est de la complicité, c'est pas possible, fais quelque chose. Je sais pas... Appelle les services sociaux, je sais pas, ou...
Oh là 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 là. Enfin bon, continuons. Une babysitter de Kaylee Jade, une jeune fille de 17 ans, a également témoigné à la police suite à la mort de la petite. Elle raconte une scène de violence à laquelle elle a assisté. La fillette avait faim, donc Nikki lui a donné un paquet de gâteaux. Kaylee Jade voulait prendre quelque chose dans le frigo, ce qui a déclenché la colère de sa mère. Nikki a frappé sa fille très violemment sous les yeux de la babysitter. La petite a reçu des coups sur la tête et les jambes et sera traînée jusqu'à sa chambre. La babysitter a été renvoyée chez elle par Nikki, avant que celle-ci ne mette de la musique à fond. Concernant ce témoignage, on peut comprendre que la jeune fille avait peur de parler. Elle est jeune et elle ne savait pas exactement quoi faire. Nikki a 6 ans de plus qu'elle, donc elle a un certain ascendant sur elle. La babysitter avait peut-être peur de se prendre des coups elle aussi. C'est ce que je me dis en tout cas si elle n'a pas parlé. Une vidéo de caméra de surveillance de la résidence est récupérée par les enquêteurs. On peut y voir Kaylee Jade et sa mère dans un ascenseur. Nikki est obnubilée par son téléphone ainsi que son reflet dans le miroir, sans un regard pour sa fille. Celle-ci espère un peu d'attention de sa mère qu'elle n'obtient pas. Nikki et Kaylee Jade sont l'une en face de l'autre et à aucun moment la jeune maman n'aura un contact physique avec sa fille. Le comportement de Nikki est loin d'être exemplaire. Elle n'hésite pas à préparer une cigarette et à la mettre à sa bouche alors qu'elle est en présence de Kaylee Jade. Entre eux, il y a toujours une certaine distance, que ce soit avant d'entrer dans l'ascenseur ou d'y sortir. L'enquête met en lumière le fait que la mère de Nikki a signalé sa propre fille aux services sociaux. En effet, elle était elle-même au courant de la maltraitance que Nikki faisait subir à Kaylee Jade. Des assistantes sociales se seraient présentées à l'appartement afin de rencontrer Nikki et sa fille. La jeune femme a réussi ces divers entretiens sans souci particulier. Kaylee Jade est restée donc vivre avec sa mère. Malgré les assistantes sociales, tout est resté comme avant. Le 30 juin 2021, le procès concernant la petite fille de 3 ans s'ouvre au tribunal de la couronne de Birmingham. Le procès s'annonce long et lourd en révélations. Le récit de la courte vie de Kaylee Jade doit être fait au cours des audiences face au jury. La petite victime a connu une existence terrible. L'ancien couple se rejette la responsabilité des violences et de la mort de Kaylee Jade. Le récit intégral de la soirée est fait au cours du procès. Les dernières heures de Kaylee Jade seront détaillées. La vidéosurveillance de la résidence des Priest est diffusée pendant une audience. Des échanges de messages entre Nikki et Callum sont également retransmis. Le 24 juillet 2022 notamment, soit quelques jours seulement avant la mort de Kaylee Jade, Nikki écrit à Callum qu'elle allait tuer sa fille car elle passait son temps à quitter le salon ou aller dans la cuisine. La mère a également giflé la fillette car elle avait souillé sa couche. Callum lui répond que c'est une bonne chose et invite sa petite amie à donner un coup à la petite fille de sa part. Nikki a répondu positivement à cette demande. Ici, je repense aux déclarations de Callum quand il dit qu'il est manipulé par Nikki. Il aurait pu dissuader Nikki de recommencer, mais non. Callum a voulu que la mère réitère son geste. Donc comme je le disais, c'était une véritable pourriture. La petite fille est décrite comme une enfant dynamique et souriante. Elle a vécu les violences de sa mère puis de son beau-père sans broncher. Kaylee Jade recherchait l'attention et l'amour de sa mère, ce que cette dernière lui accordait assez peu. Il est révélé durant une audience que Nikki a posté une nouvelle vidéo. Une vidéo où elle danse sur TikTok 1 mois et demi après la mort de sa fille. La jeune femme assure que ce post n'est en aucun cas représentatif de sa douleur. Selon elle, elle pense tous les jours à sa fille. Elle aimait Kaylee Jade et ne lui a jamais fait de mal. Les seules punitions que la petite fille pouvait avoir étaient de se retrouver au coin. La défense de Nikki est loin de convaincre le tribunal. Le juge Foxton s'exprime avant de rendre son verdict. Il incrimine autant la mère de famille que son petit ami dans l'acte criminel. D'après ses déclarations, il est impossible que la fillette ait reçu ces coups terribles sans que les auteurs n'en connaissent les conséquences. Kaylee Jade s'est rapidement sentie mal après avoir été violentée. Les nombreux vomissements auraient dû alerter les deux adultes. Elle aurait pu être sauvée, mais les secours ont été contactés alors qu'il était déjà trop tard. L'ex-couple est condamné à de la prison ferme le 6 août 2021, presque un an jour pour jour après le meurtre. Nikki, 23 ans, a une peine de 15 ans de prison et son petit ami de 22 ans prendra 14 ans, tous deux pour homicide involontaire. La mère de famille a également été reconnue coupable de cruauté envers un enfant, suite aux violences infligées à Kaylee Jade. Alors là, prendre seulement 15 ans pour un acte aussi immonde, la justice, faut faire quelque chose là. Se dire que dans 15 ans, ce couple dégueulasse va sortir, c'est une énorme blague. Je rappelle ici qu'ils ont violenté leur petite fille de 3 ans jusqu'à son dernier souffle.
Ça méritait bien la perpétuité, au vu des actes barbares qui lui ont fait subir. Je sais pas si je suis dur ou quoi, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la peine, sérieux. Enfin bref. La grand-mère de Kaylee Jade, Debbie Windmill, s'exprime suite au verdict. La mort de la fillette l'a fortement atteinte. Elle est certaine qu'elle portera cette douloureuse mort en elle jusqu'à la fin de ses jours. Voici ce qu'elle va dire. Je n'ai jamais pu m'empêcher de regarder le sourire sur son beau visage. J'ai adoré chaque moment où je l'ai vu se développer jusqu'à presque l'âge scolaire. Me préparer à acheter l'uniforme de mon premier petit enfant, c'était quelque chose qui m'a rempli de bonheur. Tout le monde mérite le cadeau de la vie. Kaylee Jade méritait de montrer au monde qui elle aurait pu être et quelle grandeur elle aurait pu apporter à ce monde. Ta mamie te tiendra jamais dans son cœur. L'inspecteur Adam Jobson, qui a officié sur l'affaire, exprime sa sympathie à l'égard de la famille de Kaylee Jade. Comme l'enquête n'a pas pu donner les détails dans lesquels la petite victime a perdu la vie, il suppose que cela demeurera un mystère. Une chose est claire, Nikki Priest a laissé tomber sa fille. Elle n'a pas réussi à la protéger. Elle aurait dû être une vraie mère pour cette petite fille. C'était la seule personne qui aurait dû pouvoir la protéger. Le compte TikTok de Nikki Priest est toujours existant. Dans beaucoup d'anciennes vidéos, on peut voir de nombreux commentaires des internautes suite à l'affaire. On peut y lire la colère des internautes qui s'énervent contre cette mère. Et ça se comprend parce que ce qu'elle a fait, c'est un véritable cauchemar. Donc on peut comprendre la colère de tous les gens sur internet envers elle. Les articles de presse ne renseignent pas à quelle date Nikki a accouché de son deuxième enfant, fruit de sa relation avec Callum. Le bébé, lui, a certainement été retiré peu de temps après la naissance. La jeune femme était un danger pour un enfant. J'espère que le bébé a été accueilli dans un foyer aimant, peut-être auprès de la mère de Nikki ou des parents de Callum. Ainsi se termine l'affaire de Nikki Priest. Et autant te dire qu'après cette affaire, j'ai un sentiment de colère et de tristesse face à tout ça. Je me demande comment une mère peut infliger ça à son propre enfant, bordel. À quoi ça sert de faire un enfant si tu ne supportes pas d'en avoir un ? À quoi ça sert si tu le laisses de côté comme s'il n'existait pas, comme s'il n'avait aucune valeur ? Bah ça sert à rien. Le truc qui m'a beaucoup choqué dans cette affaire, c'est le fait qu'elle utilise son enfant pour son propre intérêt. Faire plus de vues sur TikTok et ensuite le jeter comme un vulgaire déchet. De plus, les actes de violence que la mère porte à l'enfant sont complètement dingues. Que ce soit la maman ou le petit ami, les deux étaient de véritables monstres. Et de se dire que ces deux pourritures ne prennent que 15 ans de prison, c'est encore plus frustrant. Je vais vous demander votre avis concernant cette affaire. Parce que moi, si je continue, je vais pas m'arrêter et je vais me montrer vulgaire envers ces deux individus. Je trouve ça tellement injuste. Cette affaire est injuste. Mesquina, la pauvre. Kaylee Jade a vécu des horreurs sans précédent. Qu'elle puisse reposer en paix. C'est un ange parti bien trop tôt. Beaucoup trop tôt. Enfin bon, comme je le disais, j'attends vos avis avec impatience dans les commentaires, qu'on puisse discuter de tout ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Quant à nous, on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.